Chapitre 5. Une puce sous la peau. Tout en conduisant, le mentor me donne volontiers les explications que je ne lui réclame pas. Je savais que tu essaierais de fuir à la première occasion. Ton profil l'indique clairement. Drake a réussi à éveiller mon intérêt et je lui demande « Quel profil ?» Celui que notre psy a établi à partir des éléments en sa possession. Ton dossier scolaire, le questionnaire rempli par tes parents, par ton conseiller d'éducation, etc. Chaque stagiaire est passé au crible avant d'intégrer le camp. Il faut qu'on sache à qui on a affaire, tu comprends ? Je pige surtout un truc qui me déplaît fortement. Tout ça a dû prendre du temps, fais-je remarquer. Patrick ne dément pas. Il reste un moment sans rien dire, concentré sur les premiers virages de la petite route qui grimpe dans les collines en direction du camp. « Tes parents t'ont inscrite il y a un mois, » dit-il finalement. À mon tour de demeurer silencieuse. Un mois ? Je ne me suis doutée de rien. Pendant ces 4 semaines, je n'ai pas échangé plus de 10 mots avec ma mère, encore moins avec mon père, mais quand même. J'aurais dû voir venir le coup, à moins que j'aie vraiment abusé de la fumette tout ce temps-là, évidemment. Puisque le mentor paraît en veine de confidence, je ramène la conversation sur le terrain de mes pitoyables fugues dans l'espoir qu'il me livre des infos utiles pour une prochaine tentative. « Comment vous m'avez trouvé ?»« En vérité, je n'ai jamais perdu ta trace. » Il pointe l'index vers le tableau de bord désignant l'écran du GPS. Notre véhicule y est symbolisé par un point rouge sur le fond à dominante verte du réseau routier réduit à sa plus simple expression. Un autre logo qui se superpose à celui de la voiture attire mon attention. Une minuscule croix noire qui progresse au même rythme. J'ai soudain peur de comprendre. Nous t'avons implanté une puce de localisation par GPS pendant que tu dormais, confirme Patrick. Une opération indolore qui ne laissera aucune séquelle quand on la retirera à la fin du stage. D'un coup, j'ai une envie folle de jeter mes vêtements par la fenêtre et de me gratter jusqu'au sang partout où peut-être fourrer cette puce espion, sous ma peau. Vous êtes plus dingue que je croyais. Simple recommandation du psy. Il y a encore d'autres surprises de ce genre ? Le mentor se replonge dans le mutisme. Nous sommes presque arrivés. J'aperçois la coupole du kiosque en bois blanc qui surplombe le terrain de sport derrière le pré en pente où j'avais cru pouvoir tirer ma révérence au camp. Alors qu'il négocie un dernier virage en épingle à cheveux, Patrick assène une conclusion brutale à notre échange. « Je serai seule à décider du moment de ton départ, fillette, que ça te plaise ou non. Plus tôt tu accepteras nos règles, plus tôt tu rejoindras les tiens. Il n'y a aucune limite de durée au stage, il vaut mieux que tu le saches. » Avant de regagner ma chambre, j'ai droit à un bol de soupe tellement clair que je soupçonne le cuistot de la préparer uniquement avec des épluchures. Patrick ne me quitte pas d'une semelle tandis que j'avale cet ersatz de potage. Nous sommes seuls dans le réfectoire, éclairés par le soleil couchant qui donne l'impression de s'écraser comme une orange trop mûre sur la crête des montagnes. Alors je lappe misérablement le fond de mon bol, loin d'avoir apaisé ma faim. Le mentor dépose sur la table le plus formidable des trésors, une barre de chocolat au lait. Normalement, tu n'y as pas droit, mais puisque tu t'es beaucoup dépensé cet après-midi, je peux faire une exception. Je suis tellement crevée que je sens les larmes gonfler mes paupières à la vue de la friandise. J'ai parfaitement conscience du caractère humiliant de ma situation, mais je ne peux pas résister et m'empare de ce cadeau inespéré d'une main tremblante. Patrick m'observe sans ciller tandis que j'engloutis la barre en 3 bouchées. Il affiche son sourire si exaspérant, mais se retient de triompher quand il annonce. Ce soir, tu as franchi la 2e étape du stage. Tu peux aller te coucher. Demain, réveille à l'aube. Bonne nuit, Lou. Je quitte le réfectoire brisé par la fatigue et par autre chose de moins gratifiant, l'amorce de la défaite. L'étage est silencieux, les stagiaires sont endormis, à une exception près cependant. La porte de la chambre d'Erwan est restée entr'ouverte comme une invitation. Prise d'une subite impulsion, je la pousse et la referme derrière moi. Le garçon à la tignasse corbeau n'a pas l'air étonné de me voir, comme s'il s'était attendu à ma visite tardive. Assis en tailleur sur son lit, il me fait signe d'approcher dans la pénombre. Son visage émacié est comme une esquisse grisâtre exécutée au couteau. Il y a de l'ardeur dans sa voix quand il crache dédaigneux. « Maintenant, tu sais ?» Son attitude me met sur la défensive. Je suis censée savoir quoi ? Il agite la main en un geste vague du côté de la fenêtre et des lumières du camp, qui ne nous laisseront jamais repartir. Ça ne sert à rien d'espérer. Je refuse de partager son pessimisme, même si je reste sur l'échec de mon escapade. Franchement, j'ai du mal à le croire. Erwan déploie ses longues jambes et se lève. Son pantalon noir est déchiré aux genoux, mais je ne crois pas que ce soit un effet de mode.
Il porte le même t-shirt qu'hier, en aussi piteux état. Sa tignasse retombe sur ses épaules. Penchée sur moi, elle me domine encore d'une bonne tête. Son visage approche du mien, je peux sentir le souffle de son haleine pas vraiment agréable. Un fin réseau de cicatrices couture ses joues pâles, comme des griffures de chat. D'aussi près, on devine le modelé de son crâne dans tous ses détails. Je n'ai jamais vu de garçon aussi maigre. Soudain, je ne me sens plus très rassurée. Je commence à me demander si je ne me suis pas précipitée dans l'antre d'un cinglé. Je me crispe, prête à le frapper au cas où, mais Erwan se contente de murmurer d'une voix presque audible. « T'as pas encore tout vu. » Cet oiseau de malheur commence à m'énerver. J'ai assez de mentors sur le dos pour ne pas qu'il en rajoute dans le genre mystérieux. « Parce que toi, si, sans sortir de ta chambre ?» Erwan demeure impassible quand il me chuchote. Il suffit parfois d'ouvrir ses yeux et ses oreilles. Sans rien ajouter, il regagne son lit. Un bref instant, le dos de sa main s'immobilise dans un carré de lumière filtré depuis la fenêtre sur le drap blanc. Là aussi, des marques dessinent un étrange réseau de souffrance dans sa chair. Je me dis qu'Erwan n'a pas dû rigoler tous les jours avant de débarquer au camp. « Alors, reprend-il sur le ton de la banale conversation, comment s'est passée ta première journée? Patrick est-il satisfait ?» Troublé par le changement de ton, je mets quelques secondes avant de réagir. Il m'a dit que j'avais franchi la 2e étape, mais sans préciser de quoi il s'agit. Tu t'es rendu compte que la fuite est impossible. Alors tu vas rentrer dans le rang. Au moins je mangerai à ma faim. Ça te sert à quoi d'attendre ici qu'on vienne te planter des aiguilles dans le bras pour ne pas crever? La provocation glisse sur Erwan comme la pluie sur une bâche en plastique. C'est tout ce qu'ils peuvent me faire. Ils n'ont pas d'autre prise sur moi. J'aimerais le croire, songeant à ce qu'il m'a indirectement avoué un peu plus tôt. Je change de sujet. Tu connais la 2e étape, ça veut dire que tu allais jusqu'à Flévillé, toi aussi. Pour la première fois, une ébauche de sourire déforme les traits du garçon. Super patelin, pas vrai? Les gens y sont accueillants. Ouais, tout juste s'ils ne m'ont pas jeté des cailloux. Ça me fait du bien de plaisanter, même si Erwan n'est pas sur la même longueur d'onde. Sérieux, comme un pape, il reprend. Je me suis barrée aussitôt que Drake a terminé son discours de réception. J'ai passé la journée planquée dans la forêt, j'ai attendu la nuit pour me mettre en route et je suis arrivée en ville au petit matin. Je suis entrée dans un bar qui ouvrait pour demander si je pouvais me servir d'un com. Le patron m'a foutu dehors, alors j'ai marché au hasard et chaque fois que je croisais quelqu'un, il détournait le regard. J'ai échoué du côté de la gare. Et Patrick était là. Erwan hoche le menton, je continue. Il m'a expliqué pour la puce GPS, tu vois, ça sert à rien d'insister. Ils peuvent nous repérer n'importe où. Il faut jouer leur jeu, même s'il ne nous plaît pas. Et après, on pourra rentrer chez nous. Cette fois, le garçon secoue lentement la tête. Je te l'ai dit, c'est impossible. Pourquoi, à la fin? En guise de réponse, je m'attire un regard noir, lourd de reproches, puis Erwan se recroqueville et s'étend sur le côté, m'offrant son dos à contempler. Fin de la discussion.